OK. Bon, donc, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adam, je suis curé de la paroisse Saint-Martin. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux à cette conférence historique. Donc, d'abord, donc, la raison d'être de la conférence, c'est que la paroisse Saint-Martin, cette année, fête la bonne réponse. Voilà, ils sont bons dans l'histoire, hein? Oui, il y a un examen à la fin. On pose des questions. Bon, voilà. Donc, 250e, donc la paroisse est en fête, mais on s'est dit, bon, tant qu'à fêter, c'est important aussi de connaître l'histoire. Donc, la paroisse Saint-Martin célèbre, oui, mais en même temps aussi se souvient. Je me souviens. Ça vous dit quelque chose? Hein? Donc, aujourd'hui, en tout cas, ça tombe qu'aujourd'hui, on a avancé l'heure. Hein? Il y a beaucoup de gens, surtout donc, on vit dans la modernité, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire avancer le temps. Hein? Ça, on ne peut pas toujours le faire. Mais les historiens sont là pour nous faire reculer dans le temps. Donc voilà, c'est ce que Paul va faire aujourd'hui avec nous. Donc oui, 250 ans de l'histoire, donc c'est bien. Donc je pense que c'est important de connaître l'histoire de notre paroisse, de la communauté aussi, du village. Donc même ce matin, sur le plan liturgique, on a chanté aujourd'hui, Geoffrey va me corriger, euh, euh, que ma langue s'attache à mon palais si j'ai oublié l'histoire de la paroisse Saint-Martin. C'est bien ça, hein? C'est ça. que, que ma langue s'attache à mon palais. Donc, l'importance de l'histoire. Donc, écoutez, on a invité Paul Labonne. Je pense que c'est un des meilleurs, justement, pour nous raconter l'histoire de la paroisse. Hein? Non, le meilleur, le meilleur. Donc, juste un petit mot sur Paul. Donc, Paul, il est né en 1965 à Laval, un vrai Lavallois, un vrai de vrai. Il a grandi dans le quartier Chaumédé. Je pense que tu as fréquenté l'école Saint-Martin ici, l'école secondaire. Absolument. J'ai des collègues d'ailleurs qui ont étudié. J'ai des collègues qui sont ici cet après-midi, qui ont étudié à Saint-Martin puis Saint-Maxime. Alors, si je déparle trop, j'ai deux témoins qui peuvent me contredire. Alors je salue Daniel puis André qui sont là. Merci beaucoup. Merci aussi aux autres. Là, mais en fait, c'est très touchant de revenir à la source. Alors, je repasse le micro. Donc, encore un petit mot justement sur ton parcours. Donc, Paul, il fait la maîtrise dans structuration de l'espace économie villageoise, deux études des cas Saint-Martin, de l'île Jésus et Labor à Plouf. Hein? Donc, voilà, tu as étudié là-dedans. À cause justement lui a valu un prix Rodolphe Fournier de la Fédération Histoire Québec. Je pense qu'en 95-96, il collabore aux paroisses et villages anciens des villes de Laval. Ensuite, il collabore surtout avec la paroisse Saint-Martin et la paroisse Saint-Dorothée. Si est bien. Ensuite, Paul il devient successivement directeur de l'atelier d'histoire Hochelaga Maisonneuve à Montréal, 93 à 2001, directeur du musée de Saint-Eustache et de ses patriotes. Il publie Paul Sauvé, désormais L'Avenir. Bon, il est commissaire de l'exposition Le Trésor de Saint-Martin. Est-ce que certains se rappellent en 2006, hein, le Trésor de Saint-Martin. Donc, il est justement commissaire de l'exposition. Je pense qu'on va en parler un petit peu à la 12e conférence au mois d'avril. Il participe également à la rédaction du texte du catalogue. Il est directeur général du musée du château Dufresne-Nanchéry de 2007 à 2017. Et depuis 2018, Paul est directeur du musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Je salue aussi la présence des gens de la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus. Est-ce que Jasmin est avec nous? Ah, bonjour. Donc, le directeur de Jasmin Mainville-Allard. Je salue aussi la présence de M. Pierre Brabant, conseiller et notre passionné aussi de l'histoire qui est avec nous, ainsi toute l'équipe justement de la Société d'histoire et de généalogie. Donc, pour ne pas trop prolonger, donc, les plans, on se donne à peu près une heure et quart. On te fait signe si tu dépasses, oui? Heure avancée ou heure normale? Heure avancée, c'est ça. Donc, on se donne à peu près une heure et quart d'exposition et ensuite, on va prendre une petite pause et suivi des questions. Si vous avez des questions, Paul, je pense que ça va te faire un grand plaisir de
répondre à sa question. Est-ce que je lui laisse la parole? Oui. Je voudrais d'abord remercier M. le curé Adam de m'avoir invité pour célébrer avec vous le 250e anniversaire de Saint-Martin. Je trouve ça très touchant d'être là aujourd'hui, puisque j'ai passé plusieurs années de ma vie à dépouiller des actes notariés pour reconstituer le village de Saint-Martin, et d'être là avec vous aujourd'hui pour le 250e, c'est un cadeau. Donc, merci de l'invitation. Merci d'être en aussi grand nombre. Je suis très impressionné, un peu intimidé, mais bon, mon objectif, c'est de partager avec vous les découvertes que j'ai faites il y a déjà 30 ans, puisque mon mémoire de maîtrise a été fait en 1994. Je pensais à ça tantôt en m'en venant. Je me disais, déjà 30 ans, c'est fou comme le temps file vite. Voilà, donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de stock. Ce pourquoi je me suis intéressé à la paroisse de Saint-Martin, c'est que c'était à Laval la paroisse qui avait le plus grand nombre de noyaux villageois au niveau d'un territoire. Il y en avait 3. Saint-Martin, qui est plus lié à la paroisse, donc il y a une église qui s'installe, puis tranquillement, pas vite, ça va se structurer autour. Mais la barre à Plouffe va se développer aussi au 19e siècle, mais il n'y a pas d'église. Alors, c'est un village qui va se développer parce qu'il y a l'économie, le transport du bois sur l'eau, et ça va amener beaucoup de voyageurs forestiers. C'est des gens qui s'en vont couper du bois en Outaouais, puis au printemps, qui descendent sur des grands trains de bois, des grands radeaux de bois qui vont descendre. Puis, ça donne qu'à la barre à Plouffe, il y a des rapides qui sont en aval et ils sont obligés de défaire les cages pour sauter les rapides. L'aval des rapides, vous connaissez ça, donc c'est parce qu'il y avait des rapides très importants, encore plus importants avant la construction du barrage hydroélectrique. Le barrage a fait que ça a stabilisé le niveau de l'eau, mais avant ça, ça soignait pas mal. Le niveau était vraiment très haut et il y avait des conducteurs de cages qui étaient spécialisés, un petit peu comme les capitaines de navires sur le Saint-Laurent, quand il y a des remous et tout. On prend vraiment des capitaines qualifiés. Bien, ici, c'était des conducteurs de cages qui sautaient les rapides. Et il y en avait un qui s'appelait Martin Plouffe. Alors, évidemment, les ploufs étaient très nombreux. Je ne sais pas, parce qu'en tombant à l'eau, ça faisait peut-être plouf. Mais bon... Enfin, et toujours est-il qu'on remontait les cages à Saint-Vincent-de-Paul pour apporter le bois jusqu'à Québec. Alors, c'est mon deuxième noyau villageois, puis mon troisième noyau, c'est Pont-Viaud, mais au 19e siècle, c'est pas encore développé. Ça commence autour du pont créé par Pierre Viaud, mais vers 1860, là, c'est vraiment tout petit. Mais quand même, on sent qu'il y a une économie qui est en train de se développer là. Puis, en même temps, il y a le domaine seigneurial. Je vais vous montrer. Vous avez les domaines qui appartiennent au séminaire de Québec, qui est le seigneur de l'île Jésus. Pourquoi Laval? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi ça s'appelle Laval? Monseigneur de Laval, qui arrive à Québec en 1659. Puis à l'époque, l'évêché de Québec couvre tout le territoire, je dirais, de l'Amérique française, là. Donc, Montréal et tout ça, à l'époque, relève de Monseigneur de Laval. Et Monseigneur de Laval va échanger l'île d'Orléans à François Berthelot, qui était le secrétaire du roi. Puis, donc, il devient propriétaire de l'île et il le donne au séminaire de Québec. Et le seigneur va avoir des domaines. Et c'est important de visualiser un petit peu parce que vous allez voir dans les prochaines diapositives, je vais vous parler du domaine principal qui est complètement à la pointe est, puis je vais vous parler du domaine du Gros-Sault. Vous comprenez que Saint-Martin va se développer surtout dans la partie ouest, mais vous pouvez voir les domaines à l'époque. Fait qu'on va aller un peu plus dans le détail maintenant. Alors voilà,
c'est la pointe Est. Le séminaire va tenter à 3 reprises de créer des villages au 18e siècle, autour de 1720, 1750 et 1770, dont à la pointe Est complètement. Il va subdiviser les terrains en 34 emplacements. Il y a un manoir, il y a une église, il y a un moulin, mais pourtant, il n'y a rien qui va vraiment se développer. Pourquoi? Parce que la population, à l'époque, est trop faible. On est autour de 700 personnes à peu près sur l'île. Là, je vous parle en 1753, au moment où le séminaire obtient du gouverneur Duquesne le droit de créer un village à la pointe Est. C'est beau sur papier, mais compte tenu de la faible population, ça ne se développera pas comme tel. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vivre dans la région de Montréal au 17e siècle, c'était quelque peu dangereux. Disons que le territoire était sous pression et les choses vont se stabiliser en 1701 au moment de la Grande Paix avec les peuples autochtones de la région de Montréal. Et c'est essentiellement après 1701 que le territoire lavallois va pouvoir se développer. Et rapidement, donc, le séminaire va délaisser la pointe Est. Pourquoi il essayait la pointe Est? C'était tout simplement, comme le séminaire est à Québec, c'était plus simple quand il envoyait ses barques directement de Québec d'arriver à la pointe Est. Donc, il n'y avait pas à naviguer sur la rivière des Mille-Îles ou des Prairies. Les bateaux arrivaient directement sur la pointe, puis il aurait voulu en faire un lieu d'entrepôt et des emplacements pour éviter que les Lavallois, à l'époque, ce n'était pas encore le terme Lavallois, mais disons les gens de l'île Jésus, ne soient pas pris à aller à Montréal pour aller chercher les outils ou tout ce qu'il y avait de besoin en termes d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le faire à la pointe Est, mais malheureusement, le projet n'a jamais levé. Donc, ce que je voulais démontrer, c'est que le Seigneur, même s'il est capable d'organiser le territoire, ben ça ne marche pas tout le temps. Là, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas un nombre suffisant de population. Fait que, ce qu'il va faire, en 1772, dans son domaine, vous l'avez vu tantôt, hein, je vous l'ai montré, regardez dans la partie ouest, vous avez le domaine du Gros-Sault. Vous connaissez le parc du Bon-Pasteur? Bon, le moulin du Crochet se trouvait vraiment sur le bord de l'eau, à la hauteur du parc du Bon-Pasteur. En fait, le séminaire va donner le terrain aux sœurs du Bon-Pasteur. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'appelle le parc du Bon-Pasteur. Mais à l'origine, en 1772, le séminaire va aménager un moulin à farine. Celui que vous voyez là date de 1806, donc on le refait au complet. Et ce que j'ai trouvé de fort intéressant, c'est qu'on disait toujours que c'était Philemon Wright qui avait été le premier à envoyer du bois à partir de l'Outaouais en direction de Québec. Ben moi, j'ai montré que c'est Joseph Papineau, le procureur du séminaire de Québec, 1 à 2 mois avant Philemon Wright, va envoyer du bois. Et c'est lui qui administrait comme procureur, entre autres, le moulin du Crochet. Après le moulin à farine, il va y avoir un moulin à scie dans les années 1830. Puis vous allez avoir un moulin à Foulon et à Cardé. Aujourd'hui, c'est des termes un peu disparus. En fait, c'était pour la laine. Donc, on cardait puis on foulait la laine, on la dégraissait, puis on étirait les fils sur le long. Et tout ça, c'était possible grâce, évidemment, au moulin à Foulon et à Cardé. Mais on dit que le moulin, vers 1830, était souvent à l'arrêt et fonctionnait pas nécessairement à sa pleine capacité. Il pouvait faire de 200 à 300 barils, moudre 2 à 300 barils de blé par jour, de grains.
Alors, vous avez une autre vue. Cette photo-là est plus ancienne que l'autre. Elle date de 1899. Et regardez le débit d'eau, c'était quand même assez élevé. Puis, autre indice qui est fort intéressant, vous voyez, il n'y a pas d'escarpement entre la rive puis la rivière. C'est parfait pour stocker du bois, ça. Quand on part de l'Outaouais, puis on arrive au printemps, on est capable de le faire flotter, mais rendu à l'automne, les glaces arrivent, puis on n'est plus trop capable de faire le transport du bois. Donc, on est capable de stocker le bois sur les terrains vraiment qui bordent la rivière. Puis on voit très, très bien qu'il n'y a pas de dénivelé. Alors, ça permettait justement aux voyageurs forestiers de stocker du bois. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des ententes avec des marchands de Québec, notamment William Price, pour stocker le bois à la barre à plouf. Donc, tu sais, quand on dit au 19e siècle que Saint-Martin était très agricole, très rural, oui, mais en même temps, on est intégré dans une économie du bois après 1806. Vous savez pourquoi? Parce que Napoléon fait le blocus continental en Europe, donc il empêche les Anglais de s'approvisionner en bois au niveau de la Scandinavie, puis des pays européens. Donc, l'Angleterre est plus capable d'importer du bois d'Europe, donc elle va se retourner vers sa colonie. Et c'est à partir de 1806 qu'on va exporter du bois à Québec pour l'Angleterre. Je vous donne un peu plus de contexte, mais si je ne vous donne pas ces infos-là, vous allez avoir de la misère à comprendre un peu le pourquoi des choses, là. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de forêts aussi, là. On coupait des pins. Disons qu'aujourd'hui, après un siècle de coupe intensive, il y a moins de bois qu'il y en avait. Alors voilà. Donc là, on est en 1829. Regardez le territoire. Vous voyez qu'au niveau rural, on n'est plus capable de subdiviser le territoire parce que depuis 2-3 générations, on a subdivisé, ce qui fait que les enfants des paysans n'ont plus vraiment de place pour cultiver. Ça va amener la jeune génération à aller plus au nord, donc dans les basses Laurentides, la Naudière, donc ils vont monter. Puis le trop-plein du territoire va se ramasser dans les villages. Donc, ce que j'ai trouvé, entre autres, pour la manufacture de voitures des frères Parizeau, c'est que les enfants des cultivateurs peuvent plus nécessairement cultiver à Laval et ils vont faire autre chose, dont du travail d'artisanat. Donc, Saint-Martin, évidemment, c'est toujours la partie sud-ouest. La barre à Plouf se trouve sur le bord de l'eau avec l'île aux chats. Et à l'intérieur des terres, on trouve le village. Alors, vous voyez, c'est 1829 et déjà le territoire est pratiquement plein. Donc, ça explique. Puis, vous connaissez les troupes de 1837, notamment à Saint-Eustache. Donc, les patriotes vont se rebeller et le village de Saint-Eustache va brûler au complet. Donc, c'est un moment où le territoire est vraiment plein et il commence à y avoir des problèmes économiques. Beaucoup de Canadiens français vont immigrer aux États-Unis et les villages vont permettre d'absorber un peu le trop-plein du territoire agricole. Ici, vous avez le plan en 1840 de la paroisse. Donc, vous avez le pont qui vient d'être construit, le pont fait par Pascal Percillier, dit La Chapelle. Regardez ici, c'est la montée de la barre à Plouf, puis ça monte directement à Sainte-Rose. Alors, c'est pas pour rien que Saint-Martin se développe ici. Regardez, vous avez deux côtes, je vais faire un jeu de mots, qui sont côte à côte. Alors, vous voyez que ici, les deux rangs se regroupent. Et puis, en même temps, vous avez une des routes principales qui était très, très utilisée parce que c'était un chemin de poste et ça permettait de se rendre à Sainte-Rose puis à Saint-Eustache.
Alors, j'ai une autre carte qui vous permet un petit peu là, de voir l'ensemble du territoire, ce qui est autour. Vous avez Saint-François-de-Sales, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose, Saint-Martin. Ça, c'est au 19e siècle. Il y a un village qui s'est développé à Saint-Vincent-de-Paul, un autre à Sainte-Rose, puis à Saint-Martin. La barre à Plouffe n'est pas ça à la carte, mais ça existe pareil. Puis ici, vous avez Pont-Vieux qui commence tranquillement, pas vite. Évidemment, vous avez Terrebonne. De l'autre côté, Saint-Eustache va être rayé de la carte en 1837 parce que les Anglais vont mettre le feu au village. Donc, pendant plusieurs années, Saint-Eustache va avoir à se reconstruire. Ici, vous vous demandez ce que c'est. Eh bien, c'est le premier plan qui existe du village de Saint-Martin en 1802. Alors, le nord est en bas, le sud est en haut. C'est un peu comme si vous arriviez de Sainte-Rose puis vous en alliez à la barre à Plouffe. Ça, c'est le chemin, ce qu'on appelle une montée. Une montée, c'est du nord au sud, et les rangs, c'est plutôt, comment dire, d'est en ouest, mais vous comprenez, donc, c'est les chemins qui sont les plus longs, puis les montées permettent d'aller d'un rang à l'autre. On commence par le premier rang, deuxième rang, troisième rang. Puis, dans le cas de Laval, comme c'était une île, vous comprenez qu'on va d'abord développer tout le pourtour avant de commencer à développer à l'intérieur des terres. Le développement s'est fait de l'est vers l'ouest et des côtes, parce que c'était l'autoroute à l'époque, on prenait les rivières comme moyen de transport, jusqu'au cœur. Donc, vous avez la Grande Rue, qui est le boulevard Saint-Martin, puis vous avez l'église. Donc, l'ouest serait par là, et l'est serait par là, le sud de ce côté-là. Et, regardez, il n'y a pas d'emplacement autour de l'église. Le noyau est au coin de la montée de la barre à Plouffe, puis de la Grande Rue, ou le boulevard Saint-Martin. Donc, le noyau est vraiment là. J'ai trouvé ça où, vous pensez, le plan de 1802? Dans les archives judiciaires. C'est quand même surprenant. Pourquoi? Parce que, en plein cœur de l'île, les voisins inondent leurs voisins parce qu'il y a trop d'eau. Alors, vous avez ici, c'est marqué cours d'eau, puis vous avez un pont avec également un cours d'eau qui est là. Alors, les voisins, ils ne sont pas contents, donc ils actionnent leurs voisins parce qu'ils sont inondés. Mais c'est quand même fascinant. On voit la présence de l'eau en plein cœur du village en 1802. Ce qui est très important que vous compreniez, c'est que Saint-Martin arrive après Saint-Vincent-de-Paul puis Sainte-Rose. La première paroisse, c'est Saint-François-de-Sales en 1702. Après ça, en 1740, vous avez Sainte-Rose puis Saint-Vincent-de-Paul. Mais le village de Saint-Martin est plus ancien que le village de Saint-Vincent-de-Paul. Fait que c'est pas parce que c'est une paroisse plus jeune que le village est plus jeune. Alors ça, c'est une découverte que j'ai faite. Là, je vous montre Saint-Martin en 1802. Et là, je vous montre Saint-Vincent-de-Paul en 1820. Regardez, il n'y a pas énormément d'emplacements. La première église se trouvait sur le bord de l'eau. Elle va être inondée, fait qu'ils vont remonter l'église sur le site actuel. Puis, il y a des artistes, parce que déjà à l'époque, on a des artistes, ça a l'air que c'est un métier honorable. C'est des sculpteurs, c'est les gens qui vont former l'atelier des écarts. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. C'est un regroupement d'artisans sculpteurs qui vont s'associer pour sculpter la moitié du mobilier des paroisses de Montréal entre 1800 et 1830. Ils sont super importants. La paroisse de Saint-Martin avait des objets de l'atelier des écarts. Toute cette gang-là était autour de l'église. Et le fameux Saint James qui est en haut, rappelez-vous-en, René dit Saint James, c'est lui qui va faire la façade avec les deux clochers
de Saint-Martin en 1820. Il se qualifie d'architecte, mais c'était un peu prétentieux, puisque sa façade va fissurer l'année suivante de l'érection en 1820. OK, donc vous voyez un peu, c'est des artisans essentiellement, des sculpteurs qui sont autour, mais là on est en 1820, donc 20 ans après Saint-Martin. Donc on voit vraiment que le village de Saint-Martin est le premier village sur l'île Jésus, suivi de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai repris le plan de 1802 et j'ai identifié qui était là. Vous avez les artisans qui sont les triangles. Donc, vous êtes capable de voir qu'il y a quand même pas mal d'artisans qui se trouvent ici. Il y a des membres des professions libérales, notamment le notaire Turgeon, qui est propriétaire du lot 121. Il était à Saint-Vincent-de-Paul. Et à la fin du 18e siècle, il s'en va à Saint-Martin et il va acheter des terrains et il va lotir notamment le lot 121. Donc, vous avez des commerçants également et, ma foi, des membres des professions libérales. Donc, c'est surtout des notaires qu'on va retrouver à côté de l'Église. Puis, il y a des commerçants, souvent, avec le temps, le carrefour ici, c'est là où on va retrouver les hôteliers et le magasin général, entre autres, là. Donc, c'est la voie qui est passante. Donc, la voie est très, très passante ici. C'est la montée de la barre à Plouffe qui est connectée à Sainte-Rose puis au pont Plessis-Belair. Puis, si on descend, on a le pont La Chapelle, mais qui arrive un petit peu plus tard. À l'époque, c'est une traverse comme telle. OK, donc ça, c'est la première phase. Puis, ce que j'ai découvert, en fait, comment j'ai fait pour arriver à vraiment voir comment le village s'est développé. J'ai dépouillé 2000 actes notariés. J'ai vraiment étudié qui vendait à qui, à quel prix, c'était quoi leur métier. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à reconstituer vraiment la structuration de l'espace villageois. Parce que je voulais montrer qu'un village, le terrain, c'était pas neutre, qu'il y a des gens comme Jean-Baptiste Valiquette, qui est un menuisier. Valiquette, Jean-Baptiste et son fils Louis vont lotir 29 emplacements à partir de 1800 jusqu'à 1840 à peu près. Donc ici, il va y avoir 29 emplacements. Donc je voulais vraiment montrer que ce n'est pas toujours des cultivateurs qui vont lotir, c'est des artisans qui achètent les terrains ou le notaire Turgeon et qui font de la spéculation puis qui vendent les terrains déjà à l'époque. Écoutez, là vous êtes en 1861. Fait qu'on voit ici l'évolution du village en l'espace de 60 ans. Et c'est ce que je vous disais, ça c'est Valiquette. Regardez tous les emplacements qu'il a créés. Puis il y a beaucoup d'artisans qui vont se trouver ici. De ce côté-là, vous allez avoir surtout les manufacturiers de voitures, qui va être une des spécialités de Saint-Martin. Ici, c'est les terrains qui appartiennent à la fabrique. Donc, vous reconnaissez ici, c'est le terrain du couvent, aujourd'hui le CLSC qui est ici. L'église se trouve ici. Il y avait une école juste en face, puis le lot 122, c'est ce qui va devenir l'école secondaire Saint-Martin. Mais à l'époque, c'est acheté par le curé Michel Brunet, donc qui est curé, mais finalement qui va devenir propriétaire de 76 arpents à Saint-Martin. Alors, c'est pas parce qu'on est curé qu'on participe pas au développement du village. Alors, ça, il faut vraiment retourner. Le curé est un des principaux personnages à l'époque. C'est le curé Saint-Germain qui fait venir les sœurs de Sainte-Croix pour enseigner en 1847. Donc, les curés sont plutôt dynamiques et proactifs.
ils gèrent ou génèrent des chicanes, ça dépend. Donc, des fois, ils partent la chicane, des fois, ils gèrent la chicane. Juste vous raconter une petite anecdote. En 1774, quand le curé Payet vient à Saint-Martin pour fonder la paroisse, d'abord, Monseigneur Briand a décidé qu'il déplaçait les églises de Sainte-Rose, puis surtout Sainte-Rose puis Saint-François, plus à l'ouest. Puis les paroissiens de Sainte-Rose, ça ne fait pas leur affaire de déplacer leur église. Ils intentent un procès à l'évêque, rien que ça. Et l'évêque les menace d'excommunion. Ça joue comme ça. Là, je vous parle de 1760 quelque. Et c'est pour ça que Saint-Martin est la seule paroisse dont l'église est au centre de l'île, et pas sur le bord comme à Sainte-Rose ou Saint-Vincent-de-Paul. Pourquoi? Parce que Monseigneur Briand a supprimé la paroisse de Sainte-Rose en 1769. Et c'est pour ça qu'il veut que Saint-Martin, finalement, gère tout l'ouest de l'île. Donc, c'est pour ça que la paroisse, d'abord, il y a une source d'eau, vous l'avez vu, ça a même créé des conflits, puis ça a fini en cours. Mais c'est surtout que pendant quelques années, les méchants paroissiens de Sainte-Rose, je blague là, mais vous comprenez que nos ancêtres avaient beaucoup de tempérament. Quand on pense que les gens étaient des suiveux, je mettrai un bémol là-dessus. Alors, donc, les paroissiens, je rigole parce qu'il y a des gens de Sainte-Rose qui sont avec nous. C'est pour ça que Oui, ça a duré 12 ans. Fait que c'est ça, mais ça explique pourquoi Saint-Martin est vraiment au centre. C'est que pendant un bout de temps, la paroisse de Sainte-Rose a été supprimée, puis le curé Payet de Saint-Martin allait un peu en cachette dire la messe à ceux qui n'avaient pas été excommuniés encore, là. Alors voilà. Donc, notre curé Payet s'en vient fonder la paroisse. En prenant la diligence, il chute, il casse sa montre, il arrive au village, se fait voler son jambon et sa nappe. Le voleur va au moins lui rapporter la nappe, mais pas le jambon. Donc, et ça, c'est dans les archives du séminaire de Québec. C'est vraiment incroyable. Donc, vous avez le curé qui arrive sur place en 1774. À l'époque, le terrain, autour de l'église n'est absolument pas développé. C'est plus la partie est de Saint-Martin qui est développée. Mais l'évêque, il manque de prêtres. Pourquoi? Parce que il y a un petit événement qui arrive en 1760 qui s'appelle la Conquête et l'évêque ne peut plus recruter de prêtres en France. Donc, il est obligé d'élargir la dimension des paroisses parce qu'il manque de curés. Et d'ailleurs, on lit des récits absolument extraordinaires de curés qui doivent dire la messe à Sainte-Rose, mais également à Blainville. Donc, ils se promènent en raquette sur la rivière des Mélilles l'hiver pour aller dire la messe. T'sais. Alors, ça vous donne une idée, même pas à l'époque, il n'y a pas nécessairement possibilité d'utiliser de calèche l'hiver. Là, je vous parle plus autour de 1780. Alors, vous voyez un peu le côté épique des choses. Donc, il y a un curé qui doit desservir 2 paroisses, mais qui ne sont pas côte à côte. Là. C'est quand même une bonne distance. Donc, vous le voyez en raquette. Donc, tu sais, des fois, on a tendance à un peu idéaliser le passé, mais quand on lit, on se dit « Oh, les premières années n'ont pas toujours été faciles. » Donc, je reparlerai un petit peu plus tard du curé Payet. Mais ce qui est important de dire, c'est que vous voyez comment, en l'espace de 60 ans, le village s'est vraiment développé. Vous avez beaucoup d'artisans du cuir, du fer, puis du bois. Il y a énormément de menuisiers qui sont là, entre autres Jean-Baptiste Valiquette et son garçon Louis. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a du bois en masse. On fait venir le bois de l'Outaouais qu'on fait flotter sur la rivière des Prairies. Donc, le bois est en masse accessible. Donc, on a énormément
d'artisans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le village regroupe des services qu'on ne retrouve pas sur les rangs, donc sur le territoire rural, autour, la montée, en fait le rang d'Agenais ou disons que les autres montées, pas montées, mais les rangs. À ce moment-là, c'est surtout des cultivateurs. Donc, si on va avoir accès au magasin général ou au service, il faut venir au village pour le voir. Donc, vous avez ici toujours la même chose, mais juste les artisans. Là, on est en 1861, mais je voulais montrer un petit peu où se trouvaient les artisans. Vous avez, par exemple, les forges sur le boulevard Saint-Martin qui ont tendance à se regrouper ici. Les menuisiers, on les retrouve pas mal là. On en retrouve ici également. Voilà, donc vous avez les artisans du bois, fer et cuir, de la construction, les charpentiers. Ici, c'est les manufactures de voitures. Quand je parle de manufacture de voitures, vous aurez compris qu'on ne parle pas de Chevrolet, mais bien hippomobile. Mais à l'époque, c'est à Saint-Martin qu'on fabrique le plus de voitures au 19e siècle sur l'île Jésus. Donc, la valeur de la production des manufactures de voitures vers 1860 dépasse la production financière monétaire des 4 moulins de l'île. Donc, ça vous dit comment, à l'époque, c'est important. Puis, dans cette phase-là, vous avez des rues qui vont se développer également. Donc, à partir des années 1830 à 1860, on a vraiment des rues qui se développent. Ça, c'est toujours le terrain où il y a l'école de fabrique. De l'autre côté, c'est la ferme des Sœurs de Sainte-Croix. Et c'est ça, il y a aussi, juste en face, une école qui est construite. Et vous voyez quand même que le gros du développement de Saint-Martin est toujours le long de la barre à Plouffe et du boulevard Saint-Martin. Donc, la barre à Plouffe, je vous en parlais tantôt. Alors, vous avez la montée de la barre à Plouffe qui est ici. Le village de Saint-Martin sera un petit peu plus haut. Il y a deux, je dirais, conglomérats ou deux développements plus intenses. Un ici et l'autre là, à la barre à Plouffe. Ça, c'est autour du pont La Chapelle. Et ici, c'était la traverse qui était antérieure au pont. Et donc, c'est arrivé, ça c'est arrivé pas mal d'années avant le pont comme tel. Donc, c'est pour ça que vous avez le développement. Et l'école secondaire Saint-Maxime est vraiment située sur le terrain des Cageux. Tantôt, j'en parlais avec Daniel, puis c'est ça, le pavillon d'Aveyron était situé justement sur des terrains de Cageux. Pourquoi? C'est que les Cageux vont s'installer entre le boulevard Lévesque et la rivière pour pouvoir stocker le bois, surtout à l'automne quand les glaces prennent et qu'ils n'ont plus le temps d'envoyer le bois à Québec. Ils vont stocker le bois, sinon, évidemment, au printemps, quand les glaces quittent, que l'eau est libérée, bien évidemment, on va descendre le bois, pas juste à Québec. Là, on exportait le bois en Angleterre à cause du blocus napoléonien, mais ce que j'ai découvert à la barre à Plouffe, c'est qu'il y a une partie du bois qui est utilisée pour la région de Montréal. Donc, on ne l'envoie pas à Saint-Vincent-de-Paul, on ne saute pas les rapides. On va détacher les cages et on va, les rediriger soit à Montréal, soit à Québec. On a également des commerçants qui sont ici, notamment l'auberge de Venance-Lemay, qui se trouve vraiment sur le coin, avec la légende de Joe Montferrand, que vous connaissez peut-être. En fait,
oui, vous la connaissez, j'entends des oui de la tête. Donc, il a imprégné au plafond de son talon sa chaussure. C'est vraiment fabuleux comme histoire. Joe Monferrand est un personnage historique et dans le cadre des travaux du mémoire de maîtrise, je suis tombé sur des actes notariés avec Joe Monferrand. Donc, il recrutait des voyageurs forestiers, notamment avec la gang de la Barre à Plouffe. Donc, c'est pas des personnages fictifs, ils ont vraiment vécu. Puis c'est vraiment fascinant de voir que nos voyageurs forestiers, ils signent des contrats avec un des grands marchands de Québec, William Price, donc pour stocker du bois l'hiver, pour qu'au printemps, on puisse transiter le bois à Québec. Donc, vous voyez vraiment que nos voyageurs forestiers sont vraiment entre le chemin et le cours d'eau. Vous avez des artisans qui sont également là, donc qui peuvent être à la fois artisans et cultivateurs. Et c'est souvent le cas de nos voyageurs forestiers. Ils s'en vont bûcher l'hiver dans les forêts en Outaouais et ils redescendent avec le bois coupé au printemps et cultivent leur lopin de terre durant la belle saison. Voilà. Ici, je vous montre, c'est une très, très belle illustration de Ackland, qui est un médecin qui s'occupait du prince de Galles en 1860. Vous êtes au courant qu'en 1860, on a inauguré le pont Victoria et le prince de Galles est en ville. Et il y a Charles Smallwood, qui est un médecin qui avait son observatoire de météorologie à Saint-Martin, qui va amener le docteur Ackland à Saint-Martin. Et Ackland, qui a fait le tour du Canada pour accompagner le prince de Galles, c'était son médecin privé, va faire plusieurs esquisses pour sa femme. Donc, c'est des esquisses qui ont été faites. Il y en a 600 qui ont été envoyées en Angleterre pour son épouse. C'était le cadeau de Noël qu'il lui offrait. C'est un excellent dessinateur. Des descendants d'Ackland ont donné les esquisses aux Archives nationales du Canada. Donc, ils sont revenus de l'Angleterre ici. Alors, c'est pour ça, donc, le dessin a été fait en 1860, mais ce qui est formidable, vous avez le premier presbytère de Saint-Martin qui a été fait en 1774, qui est représenté là-dessus, vraiment style français, avec une toiture très pentue. Un peu de larmier, et commence à être un peu... à l'époque du régime français, les toits étaient vraiment, sans larmier. Et là, on commence à avoir une architecture propre au Québec. Évidemment, à cause de la quantité de neige, on n'avait pas le choix de faire des toits avec un larmier. Mais à l'époque, les premières maisons françaises n'avaient pas de larmier. Puis, si vous regardez, c'est la première église qui va être construite entre 1782 et 1785. Elle est sur le bord du chemin. Regardez, il n'y a presque pas de place publique. Elle est vraiment construite en bordure. Et je pense que le cimetière se trouvait juste à côté. Quand ils vont construire la Caisse populaire dans les années 1950, ils vont tomber sur des sépultures. Et je suis pas mal convaincu que c'est lié à l'emplacement de l'église. Cette partie-là est la partie de 1782. Cette partie-là est de 1820. En fait, ça va créer beaucoup de chicanes parce que c'est le curé Michel Brunet qui va avoir une église avec 2 tours au lieu d'avoir un seul clocher. Puis, il veut des clochers très hauts. C'est bien, mais regardez, les murs latéraux sont pas très hauts. Et André Papineau, le papa d'André Benjamin, va mener la contestation.
Et va écrire à l'évêque en lui disant oui, monsieur l'évêque, votre curé il veut vraiment faire un portail très, très élevé. Et donc, les gens se mobilisent contre le projet, mais le curé Brunet arrive à faire passer son point de vue. Et donc, il va construire une façade très haute qui ne s'appuie pas sur les murs, les pans de murs latéraux. Ce qui fait que l'année suivante de la construction de la façade, elle va fissurer de haut en bas. Et dans les années 1860, elle est tellement endommagée que Victor Bourgeot, qui va faire une évaluation, va dire, écoutez, désolé, mais votre église menace ruine. Et c'est pour ça qu'en 1869, il va y avoir une nouvelle église. À cause de cette façade qui, déjà, en 1822-23, avait fissuré. Mais rendu dans les années 1860, les pierres tombaient du haut. Elle était vraiment devenue dangereuse. Mais ça va être la prochaine conférence, au mois d'avril. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit vraiment, d'abord, qu'il y avait quand même plusieurs maisons le long de la rue Saint-Martin. Puis, ce qui va arriver en 1869, quand on va construire l'église, on va la construire juste derrière. Fait que, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi l'église de Saint-Martin n'était pas sur le bord de la rue, mais était retirée? Ben, c'est tout simplement parce que la première église se rendait jusqu'à la rue comme telle. OK? Ce qui va, quand elle va être démolie, ça va permettre d'avoir une place publique et on va pouvoir mettre le cimetière derrière. Et comme je vous dis, c'est René Saint James, qui se disait architecte de Saint-Vincent-de-Paul, dont je vous ai montré tantôt l'emplacement, qui a mené les travaux en 1821-22. Donc, ça n'a pas été un super succès. Voilà, donc une autre illustration de Atlin que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est une des rares illustrations d'un intérieur à Saint-Martin et même à Laval vers 1860. Et donc, on voit les clochers de l'église de Saint-Martin avec le couvent de l'autre côté. On dit que la jeune fille est malade, c'est ce qui était indiqué au niveau du cartel. Mais regardez le foyer à votre gauche. Il n'y a pas énormément de mobilier aussi. Hein? On voit que c'est quand même assez des armoires. On a une armoire ici. Mais sinon, c'est quand même assez dépouillé. Voilà derrière l'église de Victor Bourgeot. Donc, c'est une photo des années 1910-1920. On voit le cimetière. Je voulais vous la montrer pour que vous voyiez comment l'agriculture est importante, puis que le développement était surtout le long des rangs, qu'à l'arrière, c'était peu ou pas développé. Là, c'était vraiment des terres agricoles. Il y a un côté rural qui va toujours rester jusqu'en 1945. Les villageois ont des animaux. Et j'interviewais Bernadette Gratton, dont la famille et des anciens qui sont là depuis presque 200 ans, qui me racontait qu'ils ont eu des vaches laitières au village jusqu'en 1945, si ce n'est des poulets ou des poules. Donc, jusqu'en 1945, Deuxième Guerre mondiale, les villageois avaient des terrains qui faisaient à peu près 45 pieds par 45 pieds, et là-dessus, il y avait encore des animaux. Et en face, où il y a l'école secondaire Saint-Martin, ben, c'était la ferme des Sœurs de Sainte-Croix. Donc, vous imaginez une grande ferme. Alors, le côté rural était quand même très présent dans le village. Alors, ici, vous avez le presbytère. On peut voir, il n'y a pas eu tant de presbytères que ça à Saint-Martin.
Vous avez le premier presbytère, 1774, et l'autre, 1882, avec, je pense, c'est le curé Leblanc qui est photographié. Alors, autre vue. Là, on est plus la fin 19e siècle. La pierre vient sans doute de la région de Montréal avec de la pierre calcaire, possiblement même de l'île Jésus, parce que je n'ai pas parlé tantôt de Cap-Saint-Martin, mais il y avait de la taille de pierre, il y avait des carrières très importantes à Laval. D'ailleurs, un jour, il faut rencontrer Régent Paquette, dont le père était tailleur de pierre. Il peut vous raconter tellement d'histoires sur Cap-Saint-Martin. Alors voilà, donc je voulais maintenant vous parler du rôle de la fabrique. Avant les municipalités, les villes arrivent en 1855. Avant ça, qui structure l'espace communautaire? C'est la fabrique. La fabrique va créer des écoles, elle crée les salles communautaires, donc tout ce qui est service communautaire, c'est la fabrique qui s'en occupe, au moins jusqu'à l'arrivée des villes en 1855. Et c'est le cas. Ici, c'est la plus vieille bâtisse scolaire de Saint-Martin. Elle date de 1816. Ça va être d'abord l'école de garçons. Donc, c'est les garçons qui vont être installés là. Et dans la décennie 1880, finalement, les filles qui étaient dans l'autre école avaient peu ou pas de confort. Elles ont demandé à aménager dans ce bâtiment-là, ce qui fait que ça va devenir un couvent pour jeunes filles à partir de 1887 à peu près. Mais on voit quand même l'architecture très intéressante, toit mansardé avec des pignons. Vous voyez les trottoirs de bois aussi, là. La photo date de 1900. Il y a un agrandissement qui est fait en 1905, donc il y a un ajout qui est fait. Regardez l'état des routes. Alors, tu sais, quand je parlais tantôt, je sais pas, j'ai pas entendu. Oui, il manque de cônes, par exemple. Malheureusement, on aurait pu photoshopper la photo puis rajouter des cônes, mais tu sais, les déplacements, c'est vraiment un enjeu. Par exemple, pour la paroisse de Saint-François de Sales, à un moment donné, ils vont demander à être attachés à Terrebonne. Puis ils vont prendre soit un pont, soit un traversier, mais ça devient tellement difficile pour eux qu'ils vont réouvrir la paroisse parce que les déplacements, surtout au printemps et à l'automne, avec les carrosses, c'est catastrophique. Donc on a de la misère à imaginer ça, là, mais à l'époque, tu sais, c'est pas macadamisé. Le macadam, c'est vraiment de la pierre qui fait qu'on pouvait rouler là-dessus, mais c'est vraiment de la terre battue. Alors, c'est vraiment pas évident. Et l'hiver, on peut utiliser la glace pour faire des chemins d'hiver, mais bon, pas toujours sûr à 100%. Alors voilà, donc, le couvent Saint-Michel, toujours le même bâtiment, avec photo de la presse. Donc, c'est un couvent pour jeunes filles à partir de 1881. Donc, les jeunes filles trouvaient, surtout les sœurs, trouvaient que leurs filles, leurs élèves étaient vraiment mal logés dans l'autre école et elles ont demandé à faire un échange pour avoir plus de confort, les sœurs de Sainte-Croix. Donc, toujours le même bâtiment avec le clocheton en haut. J'aime bien comme bâtiment. Les sœurs vont vendre le bâtiment au CLSC et elles vont quitter la paroisse de Saint-Martin. Elles venaient de Saint-Laurent et c'est assez incroyable. Je vais vous montrer. On peut voir en direction ouest
sur le boulevard Saint-Martin, là. Donc imaginez ici le boulevard de Saint-Martin. On regarde vers l'ouest, l'église se trouverait à votre gauche à peu près, avec les trottoirs de bois. Et les jeunes filles étaient dans cette bâtisse-là à partir de 1822. Ce n'était pas encore les sœurs, mais la fabrique avait ouvert l'école. Ça se trouvait de biais avec l'église du côté nord de la rue Saint-Martin. Donc, les filles vont être dans cette bâtisse-là de 1822 à 1881 et les sœurs vont arriver en 1847 à l'invitation du curé Saint-Germain. Puis, il n'y avait pas trop moyen de locomotion, donc nos sœurs partaient de Ville-Saint-Laurent à pied et se rendaient à Saint-Martin à pied, 1847. On a une institutrice qui était là avant les sœurs et elle parle de l'état de dénuement de son école. Elle a pitié des sœurs, elle donne son mobilier aux religieuses en 1847, mais on était vraiment minimum. Fait que je trouve que c'est encore plus méritoire pour nos ancêtres qui sont venus fonder de voir qu'avec très peu de moyens, ils ont réussi à bâtir quelque chose de vraiment exceptionnel. Et quand on lit les annales de l'époque, on se dit « Oulala, fallait qu'ils soient vraiment motivés ». Faire le transport Ville-Saint-Laurent à pied pour se rendre à la maison-mère, les sœurs chapeau. À côté de cette école-là, vous auriez aujourd'hui l'école secondaire Saint-Martin, qui se trouve à côté, et c'était la ferme des sœurs. Donc, c'est pour ça que ça ne s'est pas vraiment développé comme tel. Alors, à droite, où les enfants jouent, c'est la place publique avec l'église. Je ne vous ai pas montré l'église parce que c'est la prochaine conférence. Donc, c'est ça, il faut se regarder la semaine prochaine, à mi-avril. La ferme se trouve ici des sœurs. Alors là, vous regardez en direction est. Donc, on voit que c'est quand même pas super développé. On est en 1910 à peu près. Les photos proviennent des frères de Saint-Gabriel. Ils ont des archives incroyables. Puis, quand je suis allé la première fois, il y avait plein de négatifs, puis ça n'avait jamais été développé. Fait que là, je disais, peux-tu vous emprunter les négatifs? Fait qu'ils m'ont laissé sortir avec les négatifs, et c'était la première fois que les photos étaient développées. Puis je suis tombé là-dessus, une vue, elle fait référence à celle-là. Donc, celle-là, elle regarde à l'ouest, et celle-là regarde à l'est. Fait que vous auriez le boulevard Labelle au bout, mais le boulevard Labelle n'était pas encore là, c'est 1933. Mais on voit vraiment qu'il y a un côté rural quand même assez développé. Plus beaucoup d'arbres, ce qui est surprenant pour 1910 à peu près. Et vous avez la maison d'André-Benjamin Papineau au village. Il y avait deux maisons, une au village et l'autre à la campagne, Sainte-Dorothée. C'est la maison qui a été sauvée en 1973 par la Société d'histoire de l'île Jésus. Alors, vous avez la rue du Couvent, pour les gens qui connaissent un petit peu moins le secteur, qui est juste ici. Je vais lire mes notes pour la maison parce que il y a vraiment des choses intéressantes. On a réussi à remonter un peu la chaîne de titres. Si j'arrive à trouver mes notes dans ma quantité astronomique. Je vous avais préparé beaucoup de contenu, mais je pense que ça aurait été un peu pénible de tout vous lire ça. Donc, je me dis c'est peut-être mieux de vous l'avoir présenté ad lib. Ça ne sera pas très long. Je vais juste vous dire, l'école sur la rue du Couvent va être utilisée par les troupes britanniques en 1837.
ils vont ramener les prisonniers de Saint-Eustache et ils vont loger dans cette maison-là. Donc, j'ai retrouvé des contrats qui confirment la présence de l'armée britannique comme telle. Donc, Saint-Martin a été impacté par les troupes de 1837. André Benjamin Papineau, qui était le cousin de Louis-Joseph, haranguait les foules sur la place publique. Donc, il y a eu un impact. Là, je vais un petit peu vite, je vous en parle moins là, mais il y a beaucoup d'histoires qui s'est passées à Saint-Martin. Merci de votre patience. Pour la maison Papineau, juste vous dire que ça a servi en 1834. Augustin Tassé, qui était l'aubergiste, vend à son frère Joseph, l'un des marchands du village de Saint-Martin, l'héritage laissé par leur mère Élisabeth Leblanc. Il s'agit d'une maison en pierre très spacieuse avec une grange, une écurie, une glacière, une laiterie, ainsi que d'autres dépendances. Donc là, je vous parle toujours de la maison 4040 boulevard Saint-Martin, c'est ici. OK, donc une grange, une écurie, une glacière, une laiterie, puis d'autres dépendances. Les bâtisses et le terrain, qui mesurent 100 pieds par 100 pieds, sont vendus au coût de 8000 livres. À l'époque, c'est quand même pas donné. En 1836, Joseph Tassé vend l'emplacement et les bâtisses à la sœur de son épouse, Marie Valiquette, veuve de Pierre Tassé, pour la somme de 14 000 livres. Donc, un beau profit de 6 000 livres, quand même. Un magasin est localisé dans le bas de la maison, du côté nord-est. À lui seul, le fond du magasin, plus quelques meubles, est évalué à 5 000 livres. Il consiste en de la marchandise sèche, quincaillerie, grosserie et autres articles de commerce. En 1854, le fils de Marie Valiquette, François Zéphérin Tassé, médecin à Saint-Martin et héritier de sa mère, se départit à son tour de l'emplacement de 10 000 pieds carrés, de la maison, d'une remise et d'une écurie au profit de Jean Guillaume, huissier de la paroisse de Saint-Laurent. Les deux frères Parizeau, Joseph et Stanislas, en font l'acquisition. On ne connaît pas la date, mais l'emplacement hypothéqué leur échappe quelques années après, en 1864, en raison de la faillite de leur entreprise. Les syndics chargés de liquider leurs actifs vendent, en avril 1968, l'emplacement, la maison en pierre à 2 étages et la grange au marchand Louis Lavoie, lui-même créancier des frères Parizeau. Finalement, tout ça pour dire que le 1er septembre 1869, André Benjamin Papineau va en devenir propriétaire pour 900 $ et il la garde quelques années. Donc, sa clientèle venait de Saint-Martin en partie et Papineau est quand même très important. C'est le premier maire de Saint-Martin en 1855. Donc, son père, ça faisait quand même un bout de temps qu'il était ici. André, on l'a vu tantôt, dans les années 1820, monte la charge contre le curé Brunet pour les travaux à la façade. Donc, André Benjamin s'installe un bureau de notariat là-dedans et installe dans sa maison de campagne, ça me fait rire parce que bon, c'est pas si loin que ça, c'était quand même sur le site de l'autoroute 13, un autre avec la tourelle de style victorien. Et c'est l'autre maison qui est en direction de Sainte-Dorothée. Et cette maison-là se trouvait sur le parcours de l'autoroute 13. Donc, en 1973, la Société d'histoire va se battre pour conserver la maison et la déplacer un peu pour éviter sa démolition. Et la tour va la restaurer avant, après. Alors, c'est la même maison, mais avec le curtage.
Hein, quand même. On fait des miracles, là, quand même. Hein? Alors, c'est ça. Donc, elle était sur le parcours de l'autoroute 13, puis la société a demandé à ce qu'elle soit déplacée. Donc, c'est un bon coup de la Société d'histoire, chapeau. Voilà. Donc, c'est l'autre maison qui permettait de recevoir la clientèle de Sainte-Dorothée. Donc, André-Benjamin Papineau, qui était notaire, avait comme une double clientèle, Saint-Martin, puis Sainte-Dorothée. Donc, il a mis sa deuxième maison à mi-chemin entre les deux. Mais pour les gens de Saint-Martin, ils n'avaient pas à se déplacer parce que la maison était directement au village. Vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec les actes notariés? On est capable de remonter les chaînes de titres, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la maison, le commerce. Bon, c'était d'abord un magasin, mais de marchandises sèches et tout. Donc, on est capable de creuser beaucoup. Là, j'aurais pu vous donner beaucoup d'informations, mais je vous aurais tenu jusqu'à 6-7 heures ce soir. Je dis, comme je voulais pas trop ambitionner, je suis allé sans vous lire les notes, mais si jamais vous voulez en lire plus, il y a mon mémoire de maîtrise qui fait 200 pages. Alors, vous allez avoir de quoi vous sustenter, j'en suis persuadé. Et entre les deux maisons de André-Benjamin Papineau, qu'y a-t-il? Exactement, avec un des plus beaux caveaux de l'île Jésus. Vous savez, c'est quoi le caveau? C'est un caveau à légumes, viande. À l'époque, il n'y a pas de frigidaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour conserver des aliments? On a des glacières. On coupe de la glace l'hiver et on met ça avec du brin de scie pour conserver l'été les aliments. Mais d'autres chanceux ont des caveaux qui gardent les légumes au froid, au frais. Et donc, juste à côté de la maison des Goyer, qui se trouve au coin de la 100e à peu près, puis exactement, avec un beau centre d'achat tout à fait neuf, qui va très bien avec la maison, de style français 17e siècle. Il y a un peu d'ironie ici. Voilà. Mais ce qu'on a découvert, Vicky et moi, c'est que la maison des Goyer, c'est l'ancien presbytère des presbytériens. Fait qu'en fouillant, Vicky a beaucoup travaillé sur la communauté protestante. Et si on regarde, on voit les fenêtres. Là, je n'ai pas de photo de la maison Goyer, mais c'est des fenêtres de style gothique. Donc, on voit vraiment que c'était autre chose qu'une maison, c'était un presbytère pour la communauté protestante. Et un peu dans ma naïveté, je pensais que chacun évoluait, francophone d'un côté, anglophone de l'autre. Mais non. Stevens, qui est très, très impliqué, il va donner des terrains, c'est un cultivateur anglophone, va financer Venance Lemay pour la coupe de bois en Outaouais, mais vraiment des milliers de dollars. Alors, il y a des liens entre francophones et anglophones au 19e siècle, beaucoup plus importants qu'on pensait. Donc, il faut vraiment faire des études de terrain pour voir les réseaux. Et Vicky, qui est vice-présidente d'ailleurs à la Société d'histoire et au Centre d'archives, a travaillé beaucoup la présence de la communauté anglophone et protestante dans le coin. Et là, on voit qu'il y a quand même des liens, des mariages des fois, ou des alliances économiques pour financer. Et donc, le cas des Goyer est extrêmement intéressant. Et bien, c'est le site des protestants. Donc, voilà. Donc, on en profite. On a M. Brabant qui est avec nous aujourd'hui. Cher Pierre, voici un dossier prioritaire. Alors, ce serait important de le citer s'il est encore là, parce que la maison est maintenant complètement enclavée de magnifiques condos tout autour. Alors voilà, je vois Vicky qui fait oui de la tête, mais très sérieusement, c'est un des plus beaux caveaux qui nous reste. Donc voilà. Il ne reste pas tant de patrimoine que ça à Laval. Juste vous dire, en 2007, j'ai fait une étude et j'ai comparé ce qui restait dans le village de Saint-Martin
par rapport à l'inventaire de Pluram en 1981 jusqu'à 2007. Et en 25 ans, on a perdu le tiers des bâtiments patrimoniaux dans le village de Saint-Martin. Et j'ai en mémoire des belles maisons, des développements type de pont, tête de pont. C'était des maisons dont le toit va en palier dégressif. Et à une autre époque, maintenant on a des gens compétents, enthousiastes à la ville, nous en sommes fort heureux. Mais il y a eu une époque où on autorisait la démolition de ces maisons-là du 19e siècle pour agrandir le stationnement du PR. Ouais! Donc, démolition de 2 maisons 19e siècle pour agrandir, faire du stationnement. On a détruit sur le chemin du Trait-Carré ou Souvenir, le boulevard du Souvenir, des maisons du 19e style québécois avec l'armier pour faire des dépanneurs. Alors voilà, donc c'est ça. Mais bon, gardons au moins et mettons en valeur ce qui nous reste. Puis, je pense, c'est d'être conscient de ce qu'on a aussi comme patrimoine, puis de travailler. On voit quand même la configuration du village quand on arrive par Saint-Martin du côté est. Quand on arrive, on voit le chemin se réduit. Fort heureusement, ça laisse des traces au niveau de la voirie, mais vous êtes peut-être au courant qu'ils ont failli élargir le boulevard Saint-Martin au niveau du village. Donc, ils auraient, excusez-moi l'expression, scrappé carrément tout ce qui bordait Saint-Martin. Au moins, ça n'a pas été fait. Alors, vivement la mise en valeur et la conservation de ce qui nous reste. Mais c'est quand même fou, en l'espace de 25 ans, perdre le tiers de notre patrimoine. Il reste quand même des très, très belles maisons sur du Souvenir, qui est l'ancien Trait-Carré. Donc, je vous dirais... il y aurait un petit boost de fierté à avoir pour dire on peut-tu garder ce qui nous reste, puis sensibiliser vos élus, puis tout le monde pour dire ce qui reste, on veut le sauver. En fait, c'est la politique éditoriale, je ne sais pas quelle heure il est. Politique éditoriale de 16h15. Voilà. Là, je vous montre des vues. Voilà, donc c'est quand même magnifique. Donc, on a des artisans qui pouvaient se trouver de chaque côté. Ici, c'est l'auberge Tassé. C'est une auberge qui a été érigée en 1836 par James Park, qui venait de Saint-Eustache. Et Bourassa, vers 1860, va acheter l'auberge, puis après Tassé. Donc, c'était un bâtiment de 1836. À peu près une autre vue. Et à droite, c'est marqué il est interdit de faire des courses de chevaux dans le village et vous devez promener avec un léger trot. Alors voilà. Je ne sais pas si on arrive à le lire, mais en tout cas, bref. Fait que ça vous donne quand même une idée avec les galeries ajourées. Il y avait ça à Montréal au début du siècle aussi. À Montréal, il y avait ces galeries-là sur le plateau Mont-Royal, parce que ma mère est originaire du plateau. Puis il y avait ces belles galeries-là magnifiques. Ça donne des idées, si jamais il y a des gens qui ont des maisons historiques, voilà ça, de quoi ça avait l'air. Et mon auberge, oh oh! Elle a brûlé. Mais oui. Fait que oui, exactement. Donc, mais c'est notre même auberge de 1836, quand même. Fait que j'aurais pas pensé un jour que ma photo serait historique, là, mais bon. Regardez les voitures, là, c'est quand même... Et vous reconnaissez Charles Smallwood. C'est le médecin de Saint-Martin qui arrive dans la décennie 1830. Il s'installe au village, donc sa clientèle doit être francophone. Il a l'air à parler français parce qu'il fait des actes notariés en français. Il est originaire d'Angleterre. Et c'est un original. Il va ériger à Saint-Martin un observatoire météorologique.
Et il y a un télégraphe qui permet de communiquer la météo de Saint-Martin en Europe et en Russie. Donc, il est membre de la Société météorologique de Saint-Pétersbourg. Hey. Non, mais vraiment, c'est incroyable, OK? Et il est en plein cœur du village. Je vais vous la montrer, c'est trop drôle. Si vous voulez voir où se trouvait le... OK? Il est ici ou là, un des deux. Oui, exactement. Ça, c'était la rue principale parce que la Belle n'est pas encore là. La Belle arrive en 1933. C'est la rue Robinson. Vous connaissez? Rue Robinson, c'est quoi le lien avec la rue principale? Je ne sais pas. On a des suggestions pour la toponymie. Ouais. Ça aurait pu être la rue Smallwood, ça aurait pu être drôle. Mais c'est la montée de la barre à Blouf qui est là, et donc l'observatoire se trouvait là. Il louait le terrain à l'époque. Mais c'est quand même fou parce qu'on a des données de Saint-Martin qui se ramassent en Europe puis en Russie. Je reviens donc à... Et il va être engagé comme professeur de météorologie à l'université McGill. Mais son observatoire déménagé autour de 1865 à peu près. Puis on voit l'observatoire ici. Et derrière, vous auriez l'Hôtel Dieu, un magnifique hôpital où je travaille, en fait. C'est le lien. Voilà. Mais quand même, c'est intéressant d'étudier, c'est fou. L'Observatoire de météorologie de Saint-Martin va permettre la création de la première école de météorologie de l'Université McGill. OK? D'autres photos. Ici, la famille Gratton, Pierre-Célestin Gratton, va avoir la banque d'Hochelaga, il va être le gérant, et à côté, vous aviez le magasin général, oui monsieur, avec le bureau de poste. Et je vous invite à regarder les trottoirs. Vous avez la mode également. C'est vraiment chouette parce que c'est Bernadette Gratton qui m'a permis de reproduire les cartes postales. Et il vendait ces cartes postales-là au magasin général. Donc, c'est pour ça qu'elle les avait, évidemment, parce qu'il les vendait au magasin. Donc, c'est son papa qui a créé la banque et le magasin général qui était tout à côté. Quand je vous parlais tantôt des bâtiments tête de pont, vous avez un bel exemple. Regardez, le toit est en terrasse. C'est les deux maisons qui ont été détruites pour faire du stationnement OPR, qui ne doit plus exister d'ailleurs, j'imagine. Magnifique maison sur Souvenir, qui est l'ancien Très Carré. Ça s'appelait Très Carré, mais maintenant c'est Souvenir. Puis, voyez comment les maisons étaient proches de la rue. Fait que c'est vraiment intéressant. On voit vraiment l'esprit du village, là. La Villa Saint-Martin, 1913, qui a été érigée par les Jésuites sur le site de nos Cageux, pas loin de Saint-Maxime. Daniel, tu vas reconnaître ça. Écoute, Saint-Max, c'était juste derrière. Et c'était une maison de retraite. Donc, on allait à la campagne, à la barre à Plouf, pour se ressourcer. Et donc, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient faire des retraites. Le bâtiment est en bon état. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il advient. Vicky, as-tu une idée? OK. OK. Mais il est en très bon état et il est vraiment sur le bord de l'eau. Vous avez la rivière des Prairies qui est juste derrière. Et vous avez maintenant la partie politique. Vous reconnaissez le personnage? Pierre Évariste Leblanc. Je vous dirais, à Saint-Martin, on ne se comptera pas de menterie, là. On était plutôt des conservateurs. OK? On n'était pas des libéraux dans le coin. On était plutôt Parti conservateur du Québec. Et Pierre Évariste va être l'orateur
à l'Assemblée nationale. À l'époque, on ne l'appelait pas de même, mais bon, disons, pour que vous compreniez, il va être le président de la Chambre d'Assemblée, ce qu'on appelait l'orateur, entre 1892 et 1897, à l'époque où ses amis conservateurs sont au pouvoir. Et moi, je l'aime, cette photo-là, parce qu'il y a le fauteuil. Et le fauteuil est au presbytère. Fait que là, je lui ai dit quand même, je vais leur montrer leur fauteuil. Alors, c'était une tradition à l'époque. Les présidents de l'Assemblée nationale, ils partaient avec leur fauteuil. Et ça devait coûter cher de fauteuil. Alors, quand tu avais été l'orateur de la Chambre ou le président, c'est la même chose, il partait avec le meuble. Mais Évariste Leblanc va être le député du comté de Laval pendant 20 ans, de 1884 à 1904. Fait que c'est quand même une institution à Laval. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce qu'il a vraiment joué un rôle important. Puis, en 1905, il devient le chef du Parti conservateur du Québec jusqu'en 1908, où il va être malheureusement battu. Bon, on ne peut pas être éternellement là, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Puis, il va être nommé lieutenant-gouverneur du Québec. C'est un avocat, soit dit en passant. Il va être nommé lieutenant-gouverneur en 1915. Mais il meurt en 1918 de la grippe espagnole. Donc, et oui, ça a fait des millions de morts sur la planète. C'est un peu l'équivalent de la COVID, mais encore plus forte que la COVID. Alors voilà. Donc, juste vous dire, on est en terrain plutôt Parti conservateur. Et voilà, pour avoir la suite des idées, je fouillais dans mes trucs et puis je suis tombé sur mon album Paul Sauvé. Vous avez le docteur Plouffe qui est en bas, qui a été un ancien maire de Saint-Martin, avec, vous le reconnaissez, Paul Sauvé, lors d'une assemblée à Saint-Martin en 1930. C'est à l'été, et Arthur fait le saut en politique fédérale. Donc, il laisse son siège à l'Assemblée nationale du Québec, puis il s'en va à Ottawa, et son fils, Paul, va faire campagne pour son père, Arthur, et on voit le docteur Plouffe appuyer donc les sauver. Et on parlait d'Évariste Leblanc juste avant, il a été chef des conservateurs de 1905 à 1908, mais le papa de Paul, Arthur, va être le chef du Parti conservateur de 1916 à 1929. Et qui va le remplacer? Camillien Hood. Et qui va remplacer Camillien Hood? Duplessis. Alors voilà. 27 juillet 1930, campagne électorale fédérale avec Paul Sauvé à Saint-Martin. Regardez les beaux canotiers, les chapeaux quand même. Désolé, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais c'est l'époque qui veut ça. Les femmes n'ont pas encore droit de vote, donc quand il y a des assemblées populaires, elles ne sont malheureusement pas beaucoup là. Alors voilà, donc ça fait un peu le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est possible que ça peut être élargi. Il faut comprendre aussi qu'au 19e siècle, la municipalité n'est pas encore créée, donc il est possible que ça peut être élargi. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'était plus étroit au 19e, puis 20e,
ça a été agrandi. Puis, comme c'est une ferme qui était là, il n'y avait pas de bâtiment vraiment, donc ils pouvaient... Et bien, c'est ça, j'imagine qu'ils ont pu agrandir du côté de la ferme, là. Voilà. Autre question, peut-être, monsieur? Je n'ai pas l'année de construction, mais je sais qu'en 1834, il y avait une bâtisse. C'est la première fois qu'on le trouve sur l'acte notarié, là, mais je ne peux pas vous dire exactement l'année. Comment dire, avec l'informatique, c'est plus facile maintenant parce qu'on numérise les documents, puis c'est plus facile de retracer, mais quand je me suis tapé les 2000 actes notariés en 1994, l'ordinateur, c'était pas encore top-notch, là, il y a 30 ans. Fait que je vous dirais aujourd'hui, la technologie avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment... oui, Daniel? Le village s'est vraiment développé au point de Saint-Martin, Robinson aujourd'hui. Oui. Oui. Est-ce que c'est unique au Québec d'avoir un centre-ville et une église complètement à part? Non, à Sainte-Rose, tu vas avoir ça. Tu vas avoir l'église qui est au centre de 2 noyaux villageois. Fait que tu as un noyau à l'est avec le rang de l'Équerre, qui était plus la population un peu moins fortunée. Et tu as le haut du village. Fait que tu as l'église qui est en plein milieu de 2 noyaux et le haut du village. Tu avais le photographe, un peu ce qui était un petit peu plus huppé comme population, là. Fait que Sainte-Rose a la même affaire. Fait que, écoute, il y a des trucs, tu sais, à Saint-Vincent-de-Paul, ils ont leur propre développement. Le pénitencier est venu bloquer le développement. Fait que ça a fait que ça a comprimé le développement villageois. Fait que chaque village a son histoire. Oui, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même l'église qui est à la base du noyau villageois, mais les emplacements sont pas nés là, ils sont nés plus à l'est, qui est quand même... mais on voit les échanges commerciaux, hein. C'est qu'à quelque part, il y avait les diligences à l'époque, et ben quand tu avais fait un certain nombre d'heures, ben tu arrêtais, tu couchais à l'hôtel, puis tu rentrais à Montréal. T'sais, fait qu'il faut remettre à l'époque où tu ne faisais pas ça d'une traite. Alors souvent, les gens arrêtaient au village pour se reposer, pour continuer après avec les diligences, là. Donc, il faut se remettre... il y avait des payages et on faisait payer pour les animaux. J'ai, dans mon mémoire de maîtrise, retracé en 1929 une traverse avec 1, 2 ou plusieurs horse boats, bateaux menés par des chevaux, mais oui. Juste vous dire, pour chaque personne à pied, 1 denier. Pour chaque cheval, jument, mule ou autre bête semblable, 2 deniers. Pour chaque personne à cheval, 3 deniers. Pour chaque taureau, bœuf, vache et autres bêtes à cornes de quelques espèces, 1 denier et demi. Pour chaque cochon, chèvre, mouton, veau ou agneau, 1 demi-denier. Pascal Persillier Lachapelle et François Quenneville, 2 novembre 1829. Fait que vous avez la vie ici. Ça, c'est avant la construction du pont de la Chapelle. C'était un petit peu à l'ouest, comme je vous ai montré tantôt, à la barre à Plouffe. Donc, c'est l'ancêtre comme tel, là. Puis, on était un petit peu vite tantôt pour la barre à Plouffe, mais la toponymie du lieu n'est pas claire. On ne sait pas si c'est le bar à Plouffe. Donc, est-ce qu'on abordait du côté de Plouffe, le bar à Plouffe, ou on abordait la barre dans le sens d'aborder comme tel? Et c'est pas clair. Puis, nos amis les anglophones ont compliqué l'affaire parce que sur les cartes, ils y allaient au son. Fait que là, on ne sait plus trop sur les cartes quand on le lit au 19e siècle. Puis c'était un lieu-dit. C'était pas une ville. Donc, c'est un lieu-dit, la barre à Plouffe. Mais dans les actes notariés, à l'époque de Joseph Papineau, vers 1806, c'est Abord, A-B-O-R-D.
donc la version française. Mais c'est ça, mais c'est vraiment fou. Donc, des deux côtés de la rivière, vous aviez les cageux, il y en avait aussi sur la partie sud, mais beaucoup étaient sur la partie nord. Et ce que j'ai trouvé, autant pour les manufactures de voitures que pour les voyageurs forestiers, ben, il y a des liens avec le Haut-Canada. Nos voituriers de Saint-Martin vendaient des voitures jusqu'au Haut-Canada. Fait qu'il y a quand même des liens économiques très intégrés à l'époque, là. Puis, juste vous dire, je trouve ça très touchant. On parle de ceux qui sont venus, mais il y a ceux qui sont partis également. Donc, quant aux autres acteurs, ce sont principalement des villageois ou des fils de villageois qui quittent Saint-Martin pour tenter leur chance ailleurs, soit sur la rive sud de Montréal ou la région de Rigaud, 1,1% des ventes, soit au Haut-Canada ou aux États-Unis. Fait que quand même, menuisier à Saint-Martin en 1851, Léandre Soriol est devenu en 1855 voiturier dans la paroisse Sainte-Mary de Glengarry dans le Haut-Canada. Quand même intéressant. Quant à Antoine Dufour, qui a hérité d'un emplacement villageois de son père Pierre, Charon, dans l'aire de Saint-Martin depuis 1806, il quitte la région montréalaise en 1845 pour Keysville, une ville de l'État de New York, où il travaille comme cordonnier. Alors, tu sais, quand je parlais tantôt que le territoire était plein en 1829, le territoire rural, les francophones commencent à quitter et ils s'en vont, entre autres, aux États-Unis. Donc, c'est un mouvement assez important pour les Franco-Américains. Ma grand-mère, par exemple, est née à Fall River, Massachusetts. Et ils s'ennuyaient trop du Québec et ils sont revenus. Mais si la famille des Grenon était restée à Fall River, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler de Saint-Martin. Fait que c'est fascinant au 19e siècle, cette espèce d'échange. Et on le voit avec nos voyageurs forestiers qui s'en vont en Ontario, couper du bois, vendre et tout ça. Donc, ça nous renvoie à une autre image plus complexe qu'un milieu agricole, insulaire, replié sur lui. Quand il y a l'incendie... en 1868, il y a plein de gens de Saint-Martin qui sont à Montréal, parce qu'il va y avoir un incendie important en 1868. Il va y avoir, je pense, une trentaine d'emplacements qui vont brûler. Ben, les gens, ils ne sont pas à Saint-Martin, ils sont à Montréal. Fait qu'on voit déjà en 1868 le lien. Alors voilà, donc d'autres questions? Le choix du nom Saint-Martin, est-ce que le village était avant la paroisse ou la paroisse a donné... C'est une bonne question. Je n'ai pas trouvé d'explication. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aviez une très belle œuvre d'art qui était Saint-Martin remettant son manteau aux pauvres, qui est une œuvre magistrale qui est maintenant aujourd'hui au Musée du Québec. Mais pourquoi Saint-Martin non. Souvent, c'est un patron lié avec un fondateur, mais oui. Est-ce qu'il y en a de la maison Papineau aujourd'hui? Laquelle je crois que c'est une firme d'architectes qui l'a acheté et restauré. Vicky? OK. Donc, c'était Luc Allard qui l'a retapé, puis c'était revendu, mais je ne sais pas qui. Ah, c'est encore placardé? Ouais, non, c'est ça. Mais l'heure avancée ou... OK. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres... Oui, bien... Avant que les gens aient la paroisse Saint-Martin, qui était rattachée à Sainte-Geneviève? Saint-Vincent-de-Paul. Oui, c'est vraiment la division de Saint-Vincent-de-Paul. Exact. En 1774. Derrière...
Oui. parce que pour l'été. Puis, quand vous parliez de l'école des filles, vous avez dit qu'elle était sur la ferme des religieuses, à côté, ça se situerait à côté de l'école secondaire, Oui. mais il y avait la vieille maison des demoiselles Bélanger, là. OK. Elle est où cette maison, là, cette école-là, des filles? On devrait l'avoir quelque part. D'après moi, Parlez de ça, moi j'ai toujours entendu parler que les filles allaient sur la rue du couvent, au couvent des religieuses de Sainte-Croix. juste à partir de 1881, avant ça, elles étaient sur Saint-Martin. J'ai oublié de mentionner. Aucune place de vestige de ça, nulle part de ce bâtiment-là. Moi, j'ai les photos en 1900. Fait que c'est sûr que c'était là. Ben, plus ou moins, parce que... non, c'est vraiment la maison qui était du côté... non, non, c'est vraiment l'école qui a été d'abord l'école de filles en 1822, puis ils ont fait l'échange, mais d'après moi, ça ne doit pas exister, non? Ça... Regardez, elle est pas mal plus grande. 2 fois plus grande que l'autre. Non, non. Il y a 2 entrées aussi. Mais bon, écoutez, il y a des énigmes des fois. Il faut refaire, retrouver les lots pour vraiment savoir où ça se trouvait. Oui? OK. Mais juste vous dire, retracer les choses, c'est pas simple. À la mi-avril, ça va être la deuxième partie sur le trésor de Saint-Martin. Mais vous avez des œuvres d'art qui se ramassent aujourd'hui à Détroit. Et, oui, oui, vous en avez à Ottawa, vous en avez à Québec. Oui, il reste quelques copies du trésor de Saint-Martin. J'ai les derniers exemplaires. La prochaine fois, je vous les apporterai. C'est ça, mais quand il y a eu l'incendie en 1942, il y a plein d'affaires qui ont été éparpillées. Alors, c'était un travail de fou de retracer les choses quand on a fait l'expo en 2006. Tu sais, ça prend des passionnés qui ont le goût de chercher, là, mais c'est ça. Tu sais, on pourrait fouiller. Moi, j'ai arrêté en 1861 parce que c'était mon mémoire de maîtrise, mais tu sais, j'avais continué, j'aurais retrouvé d'autres choses. Même chose, Pierre, je lance une idée, mais il pourrait avoir des fouilles archéologiques sur la place publique parce que c'est là qu'on a la première église de 1785. Ils l'ont fait à Sainte-Rose. Ils ont retrouvé les fondations de l'église, la deuxième église. Fait que, c'est quand même fascinant. Fait que, l'histoire est toujours à revisiter. C'est parce qu'on est, comment je peux dire ça? C'est seulement une petite minorité qui est fanatique d'histoire de généalogie de la famille. Le restant, ils ne se préoccupent pas de ça. C'est partout pareil. C'est ça qui est pas mal. Ben, particulièrement à Laval. Moi, je suis né la même année que Laval, en 65. Puis, quand j'ai grandi, c'était toujours « l'avenir est à Laval ». Fait que le passé, il n'y en avait rien à faire.
Puis, en plus, quand ils ont voulu créer Laval, c'est l'union de 14 municipalités. Là, je n'ai pas parlé de ça tantôt, mais Saint-Martin, la Barre-à-Plouffe puis Domaine Renault sont fusionnés en 61 pour former Chomédé. Jean-Noël Lavoie a été le premier maire. Je n'ai pas parlé non plus de l'île Paton, où il y avait Hugh Payton avec un manoir de style néo-gothique absolument fou. Là, je ne vais pas montrer de photos parce que là, vous auriez été complètement hystérique sur ce qui a été démoli. Mais bon, ça a joué le fait qu'on a voulu créer une nouvelle ville en 1965. On ne voulait pas trop avoir les identités des 14 villes. Parce que les gens disaient « Moi, je viens de Saint-François, moi, je viens de Saint-Martin ». Puis, on voulait vraiment créer quelque chose de neuf. Donc, on voulait créer une nouvelle ville, Laval. Puis pendant des années, je ramais vraiment en contre-courant parce que je disais, oui, mais vos noyaux villageois, vous ne pouvez pas les scraper. Fait que ça a été comme, tu sais, j'étais toujours comme à contre-courant. Si tu regardes Laval, c'est dans le bout c'est la nouvelle, supposons, en bout de c'est comme la banlieue de Toronto, avant d'arriver à Toronto. Ben, c'est les années 50. Tu sais, c'est que Laval a changé de modèle. Elle devient une ville dortoir. Fait que les gens viennent pour s'acheter des terrains pas trop chers. C'est assez nature encore, dans les années 50. Tu sais, tu es sur le bord de la rivière, tu as des arbres, avec des beaux bungalows inspirés de la Californie. Ouh! Fait que tu sais, c'est un peu comme une espèce de clash avant 1950 puis après 1950. Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on assume notre patrimoine et les bungalows des années 50, mais nos noyaux villageois aussi, là, avant qu'il ne reste plus rien. Tu sais, le patrimoine agricole aussi disparaît. On a des granges à toit asymétriques, notamment à Saint-François, mais je ne pense pas qu'il y en ait qui ont été classés ou cités. Fait que tu sais, tu as le patrimoine, on avait des anciennes laiteries. Mais ben là, le caveau dégoillé, celui-là, il ne faudrait pas l'échapper. Le problème aussi, c'est que les acheteurs, ceux qui achètent des maisons qui ont été délabrées pendant des années, les anciens propriétaires, ils ont laissé dépérir ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas ils ont carte blanche pour démolir ou bien tout faire. Tu sais, ils ne diront pas, ben là, ça c'est patrimonial, il va falloir que il y a des ouvriers spécialisés, ça vient cher. Ouais. C'est l'histoire, c'est ça. Je dirais. Il y a une nouvelle loi provinciale là, qui date de novembre, décembre. Mais il était vraiment tard. Tout ce qui existe au Québec qui a été construit avant 1940. Il y a de ça. Avant de démolir, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Puis, je dirais, nos élus actuellement sont beaucoup plus sensibles qu'avant. Et il y a des comités, ce qu'ils appellent démolition, mais c'est pour préserver les maisons. Moi, j'aurais changé de nom pour dire des comités de préservation plutôt que de démolition, mais bon. Mais le service d'urbanisme, quand il y a des maisons patrimoniales qui font partie de l'inventaire, à ce moment-là, il y a des évaluations qui sont faites. Fait que je dirais, depuis quelques années, Pierre, corrige-moi, mais depuis quelques années, le service d'urbanisme n'a pas la même approche. Il y a eu une époque où la même personne au service d'urbanisme devait protéger le patrimoine et octroyait les permis de démolition. Je ne donnerai pas de nom pour être charitable, mais c'est elle qui a permis la destruction des maisons pour le stationnement du PR. Bon, oui, tout à fait. Oui. Ben, de ça, mais je dirais, tu sais, Laval, c'était une idéologie à partir des années 50 de vraiment avoir des maisons luxueuses aussi. Tu sais, on rentrait dans la société de consommation avec la voiture. Il faut se remettre aussi dans le contexte.
Tu sais, les gens moins favorisés à Montréal qui réussissaient étaient fiers de dire « Wow, je m'en vais m'acheter ma maison. Monsieur Pratt, par exemple, vient d'Hochelaga Maisonneuve. Quand il y a eu une chance de migrer à Laval, Jean-Paul est devenu président de la Société d'histoire pendant un bout. Il est à l'origine de la sauvegarde de la maison Papineau. Fait que, c'est souvent des urbains qui ont eu la chance de s'acheter une maison. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la responsabilité de tout le monde. Il ne faut pas lâcher. N'ayez pas peur d'en parler à vos conseillers. On est content. Pierre est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Il y a quand même une sensibilité actuellement que, certaines administrations avaient moins et pour lesquelles ils ont payé cher aussi. Mais bon, je ne donnerai pas de nom pour être charitable, mais vous savez de qui je parle, hein? Parfait. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. Et je crois que la prochaine, c'est le 14 avril, et ça va être sur le trésor de Saint-Martin. Donc, ce que les paroissiens ont réussi à sauver en mai 42, quand leur église a brûlé, c'est grâce aux paroissiens que ce patrimoine-là a été sauvé. Donc, je ne sais pas si... C'est ça. Donc, juste un petit rappel, prochaine conférence 14 avril, c'est un dimanche après-midi, toujours à 15h. Est-ce qu'on fait un examen écrit après? Non? Il n'y a pas d'examen? OK. À Saint-Martin, nous poursuivons donc notre façon de célébrer la 250e. Suggestion, il y a peut-être parmi nous des anciens. Si vous avez des photos historiques anciennes que vous voulez partager avec nous, venez me voir, venez nous les envoyer. Vous avez vu comment c'est intéressant de voir les photos. Si vous avez ou si vous connaissez des gens qui ont des photos à partager, venez nous voir, ça va être très intéressant de les partager. Merci à tout le monde encore une fois. Merci à Paul. Merci, bon retour.